suis médecin épidémiologiste. Je viens vraiment avec une casquette santé publique, avec des lunettes santé publique. Je vais aussi parler un peu de la question indication médicale, mais voilà, donc c'est pour tout de suite vous dire d'où je viens. Alors, du coup, rappelons-nous en France quelques chiffres clés qui posent la thématique en santé publique. Il y a chaque année 3000 femmes qui sont diagnostiquées avec, avec un cancer du col. Bien sûr, avec plus de 30 000 lésions précancéreuses qui sont du col qui sont à traiter. En face de cela, il y a 1500 femmes qui ont donc un cancer anal ou ORL, parce qu'il y a aussi la sphère ORL, ça aurait été l'intervention précédente. Hein. C'est très important aussi penser à la sphère ORL quand on parle des HPV. Mais donc, surtout pour les femmes, surtout la question anale qui vient après le cancer du col. Et puis pour les hommes, c'est en fait l'inverse quand on prend les hommes en globalité avec les cancers ORL qui, en nombre de cas, sont bien placés avant les cancers anaux. On peut aussi regarder l'impact sur la létalité. Alors ici, c'est le risque cumulé à vie, jusqu'à 75 ans de décédé. Donc on est à... ça ne marche pas très bien, pardon. Pour le cancer du col, on est à 0,24%, donc risque à vie, probabilité à vie. Et puis pour les cancers anaux, des probabilités bien inférieures. Quand on raisonne en vaccination, c'est un schéma que j'utilise beaucoup pour parler de cet effet que les gens pensent toujours. En fait, un vaccin protège contre l'infection. Alors, c'est en fait l'exception qu'un vaccin protège contre l'infection. Bien sûr, la vaccination HPV a cet impact ou cette efficacité très forte. Environ 90% des épisodes d'infection peuvent être évités. Alors, on sait maintenant que c'est une durée au moins de 10 ans, cette efficacité. Par contre, il n'y a pas de protection spécifique directe contre la maladie, puisque c'est un cancer, et aussi pas contre une forme grave. Alors, le même schéma pour le vaccin, c'est toujours aussi important pour la protection indirecte. Alors, c'est plus populationnel, où on peut se poser la question, est-ce qu'on transmet moins les pathogènes? En fait, c'est pas vraiment connu. Hein. Il y a des études qui sont en cours, et clairement, ça, c'est quelque chose qui est important dans toutes les réflexions qu'on peut avoir. Est-ce qu'on élimine plus rapidement l'infection? Alors, ça dépend maintenant si on parle de clearance immédiate après infection, tout ce qui passe dans une première phase d'infection. Quand on parle plutôt au long terme, alors on pense qu'il y a un petit effet possible. C'est aussi quelque chose qui est difficile à chiffrer. Il n'y a pas beaucoup d'études qui permettent de se statuer là-dessus. Et puis, bien sûr, pour la vaccination HPV, c'est plutôt aussi cette question de réinfection qui est un peu l'infection importante. Juste pour vous rappeler que donc, c'est la vaccination dont on parle ici, c'est une vaccination qui... cible une protéine L1, donc ADN recombinante. Et cette protéine L1, elle est importante de garder ça en tête parce que c'est vraiment quelque chose qui cible la première phase d'infection. Ça ne cible pas autre phase de clearance, latence, etc. C'est la première phase. Donc, du coup, juste pour justifier la stratégie vaccinale qui existe, elle est basée sur, maintenant, alors aujourd'hui, on peut la baser sur ces données d'efficacité contre le cancer du col, avec données en Suède, avec la courbe, l'histoire naturelle d'incidence du cancer à partir de l'âge de 23 ans, à peu près, il y a les premiers cas, et en vert ici, la courbe des femmes vaccinées avant l'âge de 17 ans, et en bleu, la courbe des femmes vaccinées après l'âge de 17 ans. Alors ici, c'est 17 à 30 ans. On a un effet, mais il est quand même très réduit. Il est estimé à 53% à peu près pour des femmes vaccinées à partir de l'âge de 17 ans. Alors entre 17 et 30 ans. Pas plus tard. De l'autre côté, pour le cancer anal, ici, il y a des données sur l'infection anale persistante sur 12 mois, parce que c'était un petit suivi. Donc là, des hommes HSH entre 16 et 30 ans au Canada,
Donc on voit, alors c'est probablement très difficile à voir, donc le forest plot avec le pas d'effet ici sur cette ligne-là. Donc globalement, il y a un effet, peu importe le nombre de doses, pas forcément significatif, mais c'est aussi, bon, taille d'échantillon, on va dire. Il y a un effet très clair contre donc l'infection anale persistante si on est vacciné avant l'âge de 23 ans. Et pas d'efficacité si on est vacciné plus tard. On voit la même chose sur la vie sexuelle avant la vaccination. Si elle a commencé moins de 5 ans avant la vaccination, il y a un effet. Il n'y a pas d'effet si elle a commencé encore avant. Et c'est un peu la même chose entre les vaccins quadrivalents, non avalents. Il y a vraiment un peu ce point qui est important. En gros, on peut dire que la vaccination est très peu efficace pour des personnes qui avaient une vie sexuelle antérieure de longue durée, ou bien, alors c'est aussi évidemment après corrélé, merci, avec l'âge. Aussi, autre point qui est important, la réponse immunitaire elle est meilleure avant l'âge de 14 ans. Il suffit d'avoir 2 doses pour avoir la même immunogénicité que 3 doses plus tard dans la vie. Donc ça, c'est aussi un argument pour vraiment s'actionner plutôt pour la vaccination. La stratégie de santé publique, elle est évidemment focusée dans un premier temps sur le cancer du col de l'utérus. Avec ici, il y a plus de modélisation. Ici, c'est une modélisation pour les États-Unis où on peut avoir en bleu une élimination du cancer du col de l'utérus avec tout simplement le status quo, en fait, aux États-Unis. Une couverture vaccinale de 65% des filles, plus 55% chez les garçons. Donc, en fait, il suffit d'avoir des couvertures même pas extraordinaires. Bien sûr, tout ça dépend de ce qu'on fait sur la mixité sociale. C'est ça, celui avec un dépistage bisannuel qui marche très moyennement aux États-Unis, 16% seulement des femmes. Et par contre, on peut accélérer cette courbe d'élimination si on augmente l'adhésion au dépistage. Donc, c'est là où il y a un gain à avoir. Donc, ça, c'est le cancer du col de l'utérus. Évidemment, tout ça a un impact sur la circulation des HPV dans la population. Avec des couvertures comme ça, évidemment, on va changer l'écologie des HPV inclus dans le vaccin dans la population. J'étais avant membre de la CTV et donc j'étais impliquée dans cette question d'extension de la recommandation aux garçons. Et donc là, c'est important, c'est une modélisation qu'on avait fait de la population des hommes en France qui vivraient en 2070, âgés de 25 à 65 ans, si maintenant on instaurait une vaccination HPV ciblant les garçons avec une couverture de 30%. Aujourd'hui, on est même déjà au-delà, c'est très positif. Et on avait estimé que bien sûr, le cancer anal à éviter par rapport à l'incidence, ça serait évidemment beaucoup plus important chez les hommes HSH, mais par contre, dans la population générale, le bénéfice de cancer anal évité sera notamment aussi, y compris les hommes qui ne sont pas HSH. Donc du coup, c'est un argument vraiment d'accentuer sur un élargissement de la recommandation. Il faut rajouter l'effet probable, mais pas encore documenté, de protection contre les cancers ORL, qui, lui, pourrait être beaucoup plus important au niveau de cas évités. Mais on est sur un nombre à vacciner pour éviter un cancer qui est de toute façon relativement favorable pour toute la population homme, soit 6 000 garçons à vacciner, et pour les HSH, environ 1 800 personnes à vacciner pour éviter un cancer anal. Donc c'est quand même quelque chose qui est par rapport à d'autres vaccinations aussi intéressant. Alors, donc, du coup, il faut le dire, la vaccination des filles et des garçons avant l'âge de 14 ans va rester la priorité santé publique. Là, il ne faut pas toucher. Et je travaille beaucoup sur la communication, la promotion vaccinale. Et vraiment, il ne faut pas brouiller les messages. Là, vraiment, pas du tout. Et donc, il ne faut pas suggérer une protection vaccinale
après l'âge de 14 ans. Alors, on peut discuter 7, 17 ans, etc. Mais pour une stratégie santé publique, il ne faut pas brouiller le message. On peut discuter d'une dose, on peut discuter de plein de choses, descendre jusqu'à 9 ans, mais il ne faut pas brouiller le message. Cette protection vaccinale, elle existe peut-être, mais elle est beaucoup plus faible, et tout simplement en raison de la probabilité accrue d'infection déjà installée. Et on a entendu tout à l'heure, installée. Est-ce que la clearance existe même? Est-ce que pas toute infection va passer à un stade de latence? C'est une question. Donc, pour la suite, vraiment, il ne faut pas parler d'une recommandation qui changerait. On peut parler en France d'un remboursement qui change. Mais je pense qu'il est très important de ne pas changer la recommandation pour rester vraiment pour quelque chose qui cible la population, l'écologie, etc. L'écologie des HPV. Alors, néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas des groupes pour lesquels on pourrait revenir sur ce que je viens de dire, qui a l'air d'un dogme, mais c'est une forte recommandation plutôt, je veux dire. Alors, en fait, il y a quand même toute une population qui a aujourd'hui entre 18 et 30 ans, qui aurait donc, selon les données suédoises, en tout cas les femmes, une efficacité vaccinale de 53% de protection contre le cancer du col. Et ce sont des gens qui n'ont pas, donc des femmes notamment, qui n'ont pas été vaccinées à cause du refus vaccinal par les parents, par les médecins généralistes, et on peut aussi aller plus loin par un programme vaccinal qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire, ce que les gens ont recommandé depuis des années, la vaccination à l'école. Donc du coup, il faut quand même dire aussi qu'en France aujourd'hui, la vaccination est remboursée pour les hommes jusqu'à l'âge de 26 ans. Officiellement, c'est l'étiquette SHS qu'il faut prononcer quand on cherche le vaccin à la pharmacie. Évidemment, la Sécu ne vérifie pas. Et donc, du coup, il y a quand même un gap important entre les femmes qui peuvent accéder à la vaccination jusqu'à l'âge de 19 ans, parce qu'il y a un petit rattrapage jusqu'à 19 ans, et les hommes qui peuvent se faire vacciner plus tard. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiantes qui me demandent, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je paye 200 € pour me faire vacciner? Alors 3 doses, donc du coup, c'est même un peu plus. Et c'est là, alors je ne veux pas dire que la vaccination est super efficace, hein. En santé publique, on est sur quelque chose qui est un peu limite, mais il y a quand même quelque chose, une inégalité, on va dire, qui est un peu criante, où il faudrait quand même ajuster quelque chose. Alors soit on diminue l'âge pour les hommes, ou bien, voilà. Je dirais parce qu'il y a quand même un peu un défaut de la santé publique pour cette cohorte-là. On avait toutes les connaissances sur l'efficacité des vaccins, en tout cas déjà contre les lésions précancéreuses. Il y a un défaut et peut-être il faut investir un peu pour un peu rendre une certaine justice, parce que les femmes vont avoir des cancers. Hein. C'est pas juste, on aura je ne veux pas diminuer la grippe, hein, il y a tout ça, c'est aussi des maladies graves, mais on parle d'un cancer où la survie à 5 ans est vers les 70%. Elle n'est pas 100%. Bien sûr, attention, les tensions mondiales sur la procuration des doses, ça reste un point important. Et on doit aussi regarder de face qu'il y a un faible coût-efficacité dans tout cela. Alors là, ce sont les estimations qui ont été faites par un modèle lors de la recommandation de l'ACIP, donc c'est le comité de recommandation vaccinale aux États-Unis, qui a récemment passé une recommandation jusqu'à l'âge de 35 ans avec un shared decision making jusqu'à l'âge de 45 ans. Donc une ouverture très large qui évidemment a beaucoup remué les discussions, etc. Alors il faut dire qu'ici c'est un modèle qui estime donc en fonction de jusqu'à où on élargit, on commence à avoir donc des ratios de coût-efficacité incrémentale autour de $100 000 par cas gagné, ça va jusqu'à 260 000 dollars par cas gagné. Ce n'est pas attractif. Hein, ça a néanmoins été fait et on entend, alors aux États-Unis, c'est le patient qui paye, hein, ce n'est pas la Sécu qui paye. On est sur une stratégie qui est plutôt une recommandation, mais pas un remboursement. En France, c'est à l'inverse. Il y a, les deux sont liés ensemble, en tout cas, on va dire. Alors, autre problème est que ça, c'est une modélisation qui a été faite par Merck.
Et en fait, elle est la plus intéressante. Alors, la base case, c'était à 140 000 dollars par Gally Gained. Et toutes les autres modélisations sont bien plus importantes et ça va jusqu'au 10 fois multiplié par 10. On est plutôt vers 1,5 million dollars par Gally gagné. En santé publique, ça n'a vraiment pas de sens. Vraiment, c'est juste pas possible. Alors, les modèles varient beaucoup en par leur différence de structure de contact, de distribution, scellage, des infections. Et probablement aussi, c'est ce que Anne Hammer a très bien expliqué, il va falloir refaire peut-être beaucoup ces modèles, revisiter les modèles avec l'hypothèse d'une latence qui, comme elle a expliqué, toucherait beaucoup à l'efficacité de la vaccination. Alors, autre point, ce sont bien sûr les groupes avec un risque de progression au cancer beaucoup plus élevé, ce qui permettrait d'obtenir un certain impact contre les cancers malgré une efficacité vaccinale contre l'infection limitée et faible. Alors, les facteurs de risque qui sont connus pour les différentes étapes. Pour l'infection, c'est notamment l'âge. C'est au-delà de 35 ans, c'est plutôt 10%. Avant, chez les jeunes adultes, c'est au-delà de 25%. Le partenaire intime infecté, bien sûr. Le VIH, en fait, ce n'est pas très clair comment ça se positionne. C'est probablement un facteur de risque pas très important et qui peut-être a plus trait d'un comportement qu'un vrai risque biomédical, effet de risque biomédical. L'infection par un génotype à risque, c'est surtout la vaccination qui est le facteur de risque principal. Le comportement, le fait d'avoir un partenaire intime avec des lésions. La persistance de cette infection, c'est là où ça devient intéressant. Alors, c'est la parité, la pilule, le tabagisme, des co-infections, c'est aussi, donc, et bien sûr, des personnes avec toutes sortes d'immunodépressions. Et ici apparaît vraiment le VIH de façon très fortement. Et c'est le VIH qui va aussi rester ensuite pour les lésions précancéreuses, pour la progression vers le cancer, qui est le facteur du risque. Donc, on peut quand même réfléchir sur le VIH et une recommandation vaccinale à un âge plus élevé. Ici, c'est une cohorte de femmes au Sénégal et on va regarder l'efficacité du vaccin. Je choisis ici sur la clairance de l'infection. Alors, comptant ici, pour aller vite, on a à peu près une efficacité de 0,60. Donc, alors, on a une efficacité de 40% contre une infection, mais en fait une infection qui était incidente nouvelle pendant le suivi. C'est ça aussi ce que vous avez entendu tout à l'heure. En fait, il y a une très grande différence entre des infections qui sont déjà installées, contre lesquelles vraiment la vaccination ne peut rien faire, et les vaccins incidentes, où on peut avoir une présence de virus pendant un certain temps, mais on est toujours dans une dynamique, et le vaccin est efficace et va aider à la clearance immédiate de cette infection. Alors là, voilà. Il n'y a aucune efficacité du vaccin pour des infections prévalentes. C'est vraiment uniquement tout de suite dans le premier temps. Il y a des données comparables, ça a été montré tout à l'heure de veille, avec une méta-analyse sur l'infection anale. On voit les différents sous-groupes qu'on peut regarder et on voit chaque fois les VIH vraiment augmentent diminue la probabilité de la clearance d'une nouvelle infection. Alors, la progression, et j'ai dit quelque chose qui est perturbant, c'est bien ici, ce n'est pas l'efficacité vaccinale, c'est l'association avec le statut VIH, et ici c'est donc la clearance qui est moins probable. Désolée, alors je parle trop de vaccins. La clearance, elle est vraiment moins probable pour une personne infectée par rapport à une personne non infectée. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de différence pour les infections qui sont déjà établies. Désolée. Après, quand on regarde vraiment sur la progression vers les cancers, alors évidemment, il y a plus de risques de progression, il y a moins de probabilité de clearance. Par contre, c'est important, ART, l'utilisation de traitement, ça diminue ce risque, ça diminue le risque de progression et ça augmente la probabilité de clearance. Donc, un traitement de l'infection VIH, c'est aussi une protection
contre les cancers HPV. C'est important à savoir. Donc, même chose est connue pour la progression de la néoplasie anale vers un cancer. Est-ce qu'il y a un impact de la vaccination sur l'infection HPV persistante chez les personnes qui sont infectées avec VIH? Alors, il y a un agenda de recherche qui existe, mais elle est beaucoup plus orientée vers les jeunes filles donc, qui devraient être vaccinées en contexte de prévalence de VIH accrue. C'est la question, est-ce qu'il faut les vacciner? Est-ce que la vaccination va fonctionner? À quel âge est-ce qu'il faut les vacciner? Avec combien de doses? C'est un peu l'agenda de recherche actuelle. Au total, il manque de données. Il y a une étude que j'ai trouvée, c'était une cohorte de femmes nées avec le VIH en Thaïlande et en Vietnam, vaccinées après le début de la vie sexuelle. Ici, on trouve une efficacité vaccinale de 50% contre une infection persistante avec un type HPV au risque. Et donc, ça suggère qu'un impact est possible. On est sur une faible efficacité vaccinale, mais on a un certain impact qui serait possible. Pourquoi? C'est quoi cette notion d'impact? Mais c'est vraiment le nombre de cancers évités, sachant que l'impact est le produit entre le nombre de cancers en absence de vaccination, multiplié par l'efficacité vaccinale et la couverture vaccinale. Donc, même si on a une efficacité vaccinale qui est maigre, avec une bonne couverture et un groupe ciblé qui a un très grand nombre de cancers liés au HPV, on peut avoir un impact important. Donc ça, il ne faut pas oublier, mais on parle de personnes qui ont vraiment un risque élevé de progression vers le cancer. Ce n'est pas forcément juste le risque d'infection. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi, troisièmement, les personnes sans historique d'infection, avec un type, sans historique d'infection avec un certain type HPV oncogène, s'ils sont toujours à risque accru d'une future infection? Parce que là aussi, on peut dire, oui, là, c'est quelqu'un qui a tout bénéfice de se faire vacciner. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donnerait? Mais en fait, donc, il n'y a à nouveau pas beaucoup de données. Il y a des données toutes fraîches qui sortent sur en fait, la protection vaccinale contre la réinfection. Hein, ça, c'est aussi un aspect. Si on a déjà été vacciné, est-ce qu'on peut pas, et on est plus positif, parce que ça, on peut savoir si on est positif ou pas, est-ce qu'on n'a pas un intérêt de se faire vacciner pour éviter la future infection? Et donc, il y a ici une méta-analyse d'essais cliniques sur le vaccin. Alors, c'était plutôt des vaccins bivalents à l'époque, donc type 16 et 18. On voit très bien, donc, il y a une belle efficacité vaccinale contre de nouvelles infections chez des personnes qui n'étaient pas infectées à baseline. Et par contre, quand on regarde l'efficacité vaccinale contre la réinfection, chez des personnes qui étaient infectées à baseline, qui avaient un clearance entre-temps, donc une clearance naturelle, et chez elles, chez elles, en fait, il n'y avait pas d'impact vaccinal, efficacité vaccinale, alors ni significatif, et on ne voit aucun effet, en fait. Alors, il ne faut pas oublier l'efficacité vaccinale, c'est un chiffre abstrait. C'est l'avantage relatif des vaccinés par rapport à des personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc, il est possible qu'après une première infection, on est protégé contre une nouvelle infection. C'est moyennement vrai. Après une clearance naturelle, on a en fait 25% de risque moins pour une infection consécutive. Alors, c'est un peu une estimation que j'ai trouvée. Là aussi, avec ce que dit Anne Hammer, il faut vraiment revisiter tout cela. Et je pense que ça change beaucoup. Mais comme elle a expliqué, ce qu'on va découvrir, ça va plutôt parler en défaveur d'une vaccination tardive. Et ça va mettre encore plus l'accent sur l'importance de la vaccination précoce dans la vie, y compris aller jusqu'à l'âge de 9 ans, si nécessaire. Alors, c'est un peu complexe, hein, parce qu'on a plein de types, etc. Alors, un vaccin HPV qui cible des types AB, qu'est-ce qu'il fait? Alors, contre l'infection, la protection contre l'infection type A,
S'il n'y a aucune infection antérieure, l'efficacité est, on va dire, supérieure à 80%. Ça dépend un peu, mais voilà. Après clearance du type 1, 0. Après clearance du type B, plus de 80%. Pendant infection au type A, c'est là où il y a des études actuellement. Ça, c'est clairement quelque chose qui est intéressant. Est-ce que la charge virale serait réduite? Éventuellement, dans une première phase de l'infection, etc., il pourrait avoir un effet. Et c'est la même chose pour l'infection type B. Et en fait, quand on parle de l'utilité, l'efficacité globale de la vaccination, mais il faut faire la somme un peu. Mais alors là, l'efficacité est supérieure à 80% pour une personne pas infectée, après clearance d'un type A. Mais pour la personne, on ne sait pas quelle infection elle aura, mais l'efficacité elle va plutôt être vers les 40% si on prend un risque équivalent pour les deux infections. 40% et là aussi probablement 40%. C'est comme ça qu'on obtient ces estimations de 40%, 50% d'efficacité chez les femmes vaccinées après l'âge de 17 ans. Hein. Ce n'est pas l'efficacité contre un sérotype un génotype qui est moindre. Le vaccin ne marche pas moins bien, tout simplement. Il n'a aucun effet contre un génotype pour lequel on était déjà infecté. Donc déjà, là maintenant, c'est la question, est-ce qu'il y a une probabilité d'avoir déjà été infecté de tous les types oncogènes? C'est ça la question, si on veut savoir est-ce que je dois me faire vacciner ou pas. Et là, chacun doit faire son modèle. Le médecin, Shared Decision Making, devrait en gros lancer un modèle. Il n'y a pas un calcul, il n'y a pas encore de calculateur, etc., sur les probabilités. Évidemment, c'est une situation où on aimerait bien avoir un test. Hein, typiquement, c'est là où il faut un test pour connaître la probabilité de déjà être infecté, etc. J'ai juste regardé un peu, il n'y a pas de corrélat de protection connu. Les IgG anticorps neutralisants sont plutôt des indicateurs d'infection actuelle ou latente et pas d'infection antérieure. Les anticorps sont peut-être visibles ici, sont plutôt de courte durée. Il y a pas une bonne spécificité pour les sous-types des HPV et il y a actuellement des essais expérimentaux sur de nouvelles formes de tests et là je ne suis pas du tout compétente et ça sera certainement une piste intéressante à explorer dans l'avenir, cette capacité de diagnostiquer en rétrospective des infections antérieures. Si on veut parler d'une vaccination vraiment prophylactique à l'âge de 40 ans, par exemple, pour un homme HSH, est-ce qu'il a un intérêt? Mais en fait, donc vraiment, il faut déjà avoir la probabilité de vivre jusqu'au développement d'un cancer. Il faut aussi regarder la chose un peu comme ça, parce qu'il y a une certaine durée de développement du cancer, la probabilité de s'infecter avec un nouveau HPV oncogène qu'on n'a pas encore rencontré. Et là, c'est très clair, la relation, elle est inverse entre la probabilité de ne pas encore être infecté, donc avoir un bénéfice de la vaccination, et la probabilité de la future infection. Parce que d'habitude, on va continuer la vie qu'on a menée avant. Donc du coup, sauf s'il y a une rupture nette dans le mode de vie, la vaccination, quelque part, a vraiment très peu de probabilité d'intérêt. Et juste là, pour vous voir la prévalence momentanée d'infection HPV au risque, HPV, hein, je vous ai encerclé là un peu les hauts risques. Là, c'est les 16, 18, 33, c'est ici. À un moment donné, chez les HSH utilisateurs de PrEP, ici, ce n'est pas la prévalence globale, c'est pour un sérotype, il y a souvent des co-infections multiples, persistantes. Donc, il faut plutôt additionner les différentes prévalences. Donc, on arrive très rapidement à une prévalence très, très élevée des différentes HPV. Et donc, du coup, on arrive à si on lance le calculateur, une probabilité faible d'avoir un effet bénéfique de la vaccination. Voilà, il y a différentes étapes, donc santé publique, médecine, vaccination personnalisée, c'est possible, mais on n'a pas encore un test qui nous permettrait de le faire. On est peut-être un peu sur une vaccination de confort ou de convenience. Je ne sais pas si ça... Voilà, en tout cas, ce n'est pas pour une recommandation ou un remboursement, je dirais. Juste un point,
Il y a des vaccins thérapeutiques quand même dont on parle aujourd'hui dans le domaine HPV. C'est quelque chose qui est intéressant. Ce sont des vaccins qui ciblent donc une autre protéine, les protéines E6, E7, E2, IL2, alors les interleukines 2. Il y a des vaccins oraux sur une plateforme lactobacillus, donc des choses très faciles à utiliser éventuellement. Mais ces vaccins sont développés notamment pour des populations avec peu d'accès au suivi des lésions précancéreuses. Donc, on est sur une stratégie plutôt mondiale dans des pays à ressources limitées. Et on a quand même des efficacités chez les femmes avec un signe 2-3. La régression vers le normal, il y a une efficacité de 1,5, risque relatif de 1,5, et l'efficacité sur la clearance qui serait avec un risque relatif de 2. Donc là, ce sont des perspectives intéressantes certainement à poursuivre. Voilà, et là-dessus, je m'arrête. Merci.